Bonjour Salim, Bonjour Claude. très content de vous accueillir. Donc on est là pour parler d'une solution qui s'appelle My eClinical, qui est mise en place à l'Institut Gustave Roussy. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous présenter, alors vous présenter et présenter l'Institut Gustave Roussy? Je suis responsable d'unité de pharmacovigilance de la direction de la recherche clinique de Gustave Roussy. Gustave Roussy, c'est un centre de lutte contre le cancer qui est situé à Villejuif, en région parisienne, et qui a 3 missions: le soin, l'enseignement et la recherche. En tant que centre de soins, il prend en charge les patients de tout âge, des enfants, des adultes, atteints de tout type de cancer. C'est également un établissement de recours qui est spécialisé dans le traitement des maladies complexes et les tumeurs rares, et il propose à ses patients des thérapies personnalisées, innovantes. En tant que centre d'enseignement, Gustave Roussy propose et forme 3000 professionnels de santé et étudiants chaque année, dans le cadre de 26 formations universitaires qui vont du DU au Master 2 de cancérologie. Et enfin, en ce qui concerne la recherche, c'est un très grand centre de recherche, puisqu'on a actuellement 34 équipes de chercheurs et 10 unités CNRS et INSERM qui sont hébergées dans notre campus, et que nous avons actuellement un peu plus de 400 études cliniques en cours d'inclusion à Gustave Roussy, dont un peu plus de 60 sont promues par Gustave Roussy. Actuellement, nous avons plus de 30% des patients qui sont traités à Gustave Roussy sont traités dans le cadre d'un essai thérapeutique, ce qui est absolument énorme. Dans les autres établissements, on est aux alentours de 10% des patients traités dans le cadre d'un essai thérapeutique. On est à 30% à Gustave Roussy. D'accord, donc Gustave Roussy, c'est à la fois un hôpital, un CHU, Oui. un centre de recherche, Et un centre de formation. Absolument. D'accord. Donc vous avez mis en place depuis quelques temps la solution My eClinical. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de la réglementation? Alors la réglementation concernant les études cliniques, parce que pour beaucoup de gens c'est très compliqué. Il y a des gens qui déclarent qu'on appelle des investigateurs, il y a des gens qui reçoivent qu'on appelle des sponsors. Oui. Et ensuite, en haut lieu, il y a les autorités de santé. Donc est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo de la déclaration depuis qu'elle démarre jusque là-haut? Alors, on va commencer juste par un petit peu rapidement le contexte réglementaire. Donc, il y a depuis 2001 une directive européenne qui encadre tout ce qu'on appelle les études cliniques portant sur les médicaments à usage humain, c'est le nom consacré. Cette réglementation encadre les études et la pharmacovigilance de ces études en France. Elle est applicable depuis avril 2006 et l'apparition du décret d'application de la loi dite de santé publique qui a transposé cette directive européenne en droit français. Il devrait y avoir un règlement européen qui devait remplacer cette directive. Ce règlement européen aurait dû être entré en vigueur en 2016, mais il est repoussé d'année en année en attendant la mise à disposition du fameux portail européen unique. Donc ça, c'est pour les études portant sur les médicaments à usage humain. Pour tous les autres types de recherche, il y a les études qui ne portent pas sur les médicaments à usage humain. C'est la loi Jardé qui s'applique en France depuis novembre 2016. Alors, en ce qui concerne les obligations, il y a à la fois des obligations qui concernent les investigateurs des études cliniques, c'est-à-dire les médecins qui, au niveau des centres cliniques, voient les patients, les incluent dans les essais, leur administrent les traitements expérimentaux et colligent les données. Et il y a également les promoteurs, comme Gustave Roussy, qui est responsable de l'étude, qui porte le projet et qui est responsable en particulier de la sécurité des patients qui sont inclus dans ces études. Alors, quelles sont les obligations des uns et des autres? Alors, l'obligation des investigateurs, c'est d'évaluer en termes de sécurité, je parlais uniquement de la sécurité, c'est d'évaluer tous les événements désirables qui surviennent dans l'étude. Ils évaluent l'événement, ils évaluent sa gravité, ils évaluent la relation de causalité entre l'administration du médicament et la survenue d'un événement indésirable. Donc ils disent s'il y a un lien de cause à effet entre l'administration du médicament et la survenue de l'événement. Alors ces investigateurs, ils ont combien de temps pour déclarer un effet indésirable, un événement indésirable au promoteur? Alors ça dépend de la gravité, c'est-à-dire que si l'événement est grave, la notion de gravité en fait est définie réglementairement, c'est un événement qui entraîne le décès, une hospitalisation, une prolongation d'hospitalisation, une invalidité, une incapacité ou qui est médicalement significatif. D'accord? Si l'événement est grave, à ce moment-là, l'investigateur doit le déclarer sans délai, immédiatement, instantanément, à partir du moment où il en a connaissance. Dès qu'il a connaissance, il doit le déclarer immédiatement au promoteur. D'accord? Pour les événements non graves, donc qui ne remplissent pas les critères de gravité, il les remplit au fur et à mesure des consultations, dans ce qu'on appelle un cahier d'observation, un CRF en anglais. Par contre, là, il n'a pas de délai. Généralement, il doit le faire avant la consultation suivante. Ce qui concerne les essais de cancérologie.
Et évidemment, les investigateurs doivent également assurer le suivi médical approprié des patients jusqu'à la résolution ou au moins la stabilisation de l'effet indésirable. D'accord. Donc en fait, le promoteur reçoit toutes les déclarations de la part des investigateurs, c'est centralisé. Absolument. Et alors le promoteur a lui-même des obligations par rapport aux autorités de santé, il doit transmettre certaines déclarations en temps et en heure jusqu'aux autorités. Absolument. Donc l'investigateur déclare tout événement indésirable, grave, immédiatement au promoteur, quel que soit le lien de causalité connu ou suspecté entre l'administration du médicament et la survenue de l'événement indésirable. Ensuite, le promoteur va évaluer cet événement, va l'évaluer en termes de gravité, de causalité, il va le grader en oncologie avec un système qui s'appelle la classification CTCAE qui grade l'intensité de ces événements indésirables, et il va également évaluer le caractère attendu ou pas de cet événement indésirable. Donc il va dire si cet événement est attendu, c'est-à-dire qu'il est décrit dans la brochure investigateur ou dans le résumé des caractéristiques, absolument, à ce moment-là on va dire qu'il est attendu. Ouais. S'il n'est pas décrit ou s'il est différent en termes d'intensité ou en termes d'évolution par rapport à ce qui est décrit dans ces documents, il va le considérer comme inattendu. Et à ce moment-là, le promoteur doit le déclarer soit immédiatement si l'événement menace le pronostic vital ou entraîner le décès du patient, sinon dans les 15 jours, à toutes les autorités compétentes qui sont où le décès se déroule. Donc en France ou en Europe ou à l'étranger. C'est ce qu'on appelle les fameux SUSAR. Absolument. Donc c'est pour SUSAR, en français, ce serait suspicion d'effet indésirable grave inattendu. Donc un événement indésirable qui est grave, qui est raisonnablement lié au traitement expérimental et qui n'est pas décrit dans le document de référence, qui est soit la brochure, soit le RCP. Okay. Donc grave, inattendu, lié au produit, c'est les 3 critères de déclaration entre le promoteur et inattendu, entre le promoteur et les autorités de santé. Tout à fait. Ok, les autorités de santé pouvant être des autorités nationales ou l'EMA. Alors c'est toutes les autorités de santé où l'étude est en cours. Ça peut être également les comités d'éthique. Donc après, les obligations réglementaires sont différentes dans chaque pays. C'est une directive européenne qui est transposée différemment dans chaque pays. Certains comités d'éthique ne veulent recevoir que les cas qui sont survenus dans le pays. D'autres comités d'éthique veulent recevoir tous les cas, même si ça touche des patients étrangers. Donc nous avons effectivement un tableau de veille réglementaire qui nous permet de savoir à quelles autorités, sous quelles modalités et quels sont les délais pour déclarer les SUSAR aux différentes autorités et comités d'éthique concernés. Petite question pour bien que tout le monde comprenne, parce qu'on s'adresse également à des gens qui ne connaissent absolument pas les études cliniques. Quelle différence il y a entre des investigateurs et des ARC, des attachés de recherche clinique exactement? Alors les investigateurs, ce sont des médecins. Ce sont des médecins qui sont au niveau des sites de cliniques, qui voient les patients, qui traitent les patients et qui éventuellement peuvent leur proposer de participer aux études cliniques. Les ARC, les assistants de recherche clinique, sont des professionnels de santé, mais ce ne sont pas des médecins. Ils font partie de l'équipe du médecin investigateur et ils sont là en fait pour noter, colliger les informations cliniques ou biologiques à partir du dossier patient dans ce qu'on appelle un cahier d'observation. Et toutes ces informations qui sont notées, colligées par l'assistant de recherche clinique, par l'ARC, sont validées ensuite par l'investigateur qui signe chaque page du CRF pour valider les données qui ont été rentrées, saisies par l'assistant de recherche clinique. D'accord, très bien. Donc on a bien compris, il y a les investigateurs, les ARC, le sponsor Gustave Roussy qui est également le promoteur, et les autorités de santé. Absolument. Donc il y a quelques années, vous avez mis en place une solution qu'on appelle My eClinical. En quoi cette solution répond exactement à cette réglementation? Jusqu'à il y a quelques années, dans les essais Gustave Roussy promoteur, la notification des EIG se faisait par l'intermédiaire d'un formulaire papier que l'investigateur remplissait et nous faxait. On s'était rendu compte effectivement de la très mauvaise qualité très souvent de ces notifications, avec des notifications qui étaient incomplètes, incohérentes, illisibles et souvent parfois non valides, et surtout le délai extrêmement tardif, en moyenne avec un délai moyen de 5 jours, entre la survenue de l'EIG et sa déclaration, avec moins de 20% des événements indésirables graves déclarés dans les 24 heures. Ah oui, donc effectivement, on s'était dit qu'il y avait un problème et on a absolument voulu améliorer ce processus de notification et on a commencé à s'intéresser à une solution qui permettait une notification électronique des EIG et on s'est intéressé par cet intermédiaire à My eClinical. D'accord.
Ok, donc effectivement, il n'y a plus de papier, il y a une transmission en direct, c'est rapide, c'est sécurisé, très bien. C'est merveilleux, MyClinical. On a Alors, bien avant compris. d'arriver à ce merveilleux, il y a plein d'étapes. En fait, quand on t'avait contacté, Claude, MyClinical était pour nous plutôt en bêta version, en bêta test. Complètement même. Ouais. Donc, effectivement, on a constitué à Gustave Roussy un groupe de travail Ouais. où il y avait des ARC, des assistants de recherche clinique, des chefs de projet, Ouais. bien évidemment des membres de l'équipe de pharmacovigilance de Gustave Roussy. On a testé l'application sur 6 mois, de mai à octobre 2014, sur 5 études qui allaient de la phase 1 à la phase 3. Certaines avaient un design très compliqué, comme c'est parfois le cas dans les études d'oncologie. Au fur et à mesure qu'on faisait les tests, on faisait remonter les éventuels bugs ou problèmes rencontrés à Evidrug par l'intermédiaire d'une fiche. Et on faisait surtout remonter des suggestions d'amélioration de l'application. Alors comme c'était une application qui était en bêta test, ça nous a permis nous aussi vraiment de configurer cette application pour qu'elle réponde totalement aux besoins de Gustave Roussy. Donc pour nous également, c'était très intéressant. Donc une fois qu'on a validé l'application, on a commencé à utiliser l'étude en test sur une étude, mais en conditions réelles d'utilisation, dans une étude monocentrique à Gustave Roussy. On a formé nous-mêmes directement en face-to-face les médecins investigateurs et les ARC pour avoir un retour directement au moment de la formation. Et une fois qu'on était vraiment rassuré sur l'application, son utilisation, on a fait faire par une société extérieure des tutoriels vidéo en français et en anglais pour assurer la formation de tous les utilisateurs. Et on a également rédigé des manuels utilisateurs, 2 manuels, un pour la saisie du cas et un autre pour la validation du cas par l'investigateur dans le cas où le cas aurait été créé, saisi par l'ARC. Voilà. D'accord, très bien. Donc il y a quand même tout un travail préparatoire Oui. de manière à ce que tout le monde soit bien synchro sur l'utilisation de MyClinical. Vous avez fait des tutoriaux. Absolument. Ok. Qui sont en ligne, donc à chaque fois qu'il y a un nouvel investigateur sur une étude, on lui envoie ses identifiants MyClinical, on lui envoie le lien vers les tutoriels vidéo ou en français ou en anglais en fonction de sa nationalité, et également les manuels utilisateurs. D'accord. Donc c'est une solution qui tourne, que vous utilisez pour la majorité de vos études. Alors on a mis en production en mars 2015, Ouais. et à l'heure actuelle on a 24 études cliniques dans lesquelles on utilise MyClinical. D'accord. Est-ce qu'il y a des points faibles, des choses qui seraient éventuellement améliorées, obligatoirement, j'imagine? Alors déjà je vais commencer par les points forts. Les points forts, c'est que ça facilite grandement le processus de saisie et de validation du cas. Je vais rentrer après dans les détails. Ça améliore la communication entre les ARC, les investigateurs et la pharmacovigilance. Parce qu'il y a un outil commun Absolument. entre tout le monde, en fait. C'est ça l'idée. Absolument. Donc, dès que le cas est créé par l'ARC, l'investigateur ou les investigateurs de l'étude sont immédiatement informés, Ouais. la pharmacovigilance est immédiatement informée, et ça permet nous déjà de commencer à interagir avec les uns et les autres, demander à ce qu'on nous fournisse des informations complémentaires ou des résultats d'examen complémentaires, etc. Ça permet effectivement via cette plateforme de mieux communiquer, de mieux échanger sur les données de sécurité que nous voulons recevoir. Ça améliore également grandement la qualité de la notification. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a paramétré l'étude, les identifiants, donc le nom de la part du notificateur, le centre à laquelle il appartient, sont ramenés automatiquement dès qu'il rentre ses identifiants de connexion. Il y a un système de signature électronique. On a fait très attention à mettre des contrôles de cohérence, sur, par exemple, les champs dates. Donc, on ne peut pas rentrer un événement indésirable, une date de début qui est postérieure à la date de notification, Ouais, des choses comme ça. C'est ceinture bretelle. Absolument, c'est vraiment très encadré. Dès que, par exemple, il met comme critère de gravité un décès, l'événement est automatiquement gradé 5. Donc, il y a énormément de contrôle de cohérence. Il y a des thésaurus qui permettent d'harmoniser la saisie des informations de safety. Le champ narratif est extrêmement structuré, avec une description de l'effet indésirable, des examens complémentaires qui ont été éventuellement réalisés, le traitement correcteur, l'outcome, et la possibilité d'attacher des pièces jointes. Voilà. Donc ça permet vraiment d'avoir un dossier qui est bien documenté et qui est cohérent et avec énormément de contrôle de cohérence, encore une fois.
Donc ça permet, donc, comme je l'ai dit, d'améliorer la qualité grandement des notifications et surtout ça permet d'améliorer les délais de notification. Donc le souci majeur, c'était vraiment un délai de notification qui était beaucoup trop long. Ouais. On avait à peu près entre 20 et 24% en fonction des études des EIG qui étaient déclarés dans les 24 heures. Ouais. Lorsqu'on utilise MyClinical, on est à plus de 70%. On est entre 70 et 78% en fonction des études, des EUG qui sont déclarés dans les 24 heures à partir du moment où l'investigateur en a eu connaissance. Quelques points faibles. Alors, il y a des points faibles. C'est dommage. Ils font bien sûr à contrebalancer avec les gros avantages qu'on a avec MyClinical. Alors, c'est chronophage dans l'utilisation, surtout la création des études et surtout la création des comptes utilisateurs. Ouais, mais ça, il faut bien des comptes utilisateurs. Voilà, il faut des comptes utilisateurs. Pour pouvoir utiliser MyClinical, il faut être parfaitement identifié. Il faut avoir un login et un mot de passe. Ouais. On a des études où on a 80 centres. C'est pas la majorité, mais on en a. En moyenne, on a 20 ou 30 centres dans nos études, avec 3 ou 4 investigateurs par centre, avec 2 ou 3 arcs. Donc il faut créer en moyenne 6 comptes par investigateur, par centre. Et donc ça peut faire entre 150 et parfois 200 comptes utilisateurs à utiliser. Et à ce propos, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent MyClinical? On est à plus de 800 actuellement. Plus de 800 personnes. Absolument. D'accord. Okay. Plus de 800. Alors, en contrepartie, c'est vrai qu'à partir du moment où les comptes sont créés, c'est souvent les mêmes investigateurs qu'on a. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne crée plus le compte, il faut simplement penser à réaffecter ou affecter l'étude, cette nouvelle étude à l'investigateur pour qu'il ait les droits de saisie dans cette étude spécifiquement. Donc ça, à partir de maintenant, effectivement, on a beaucoup investi en temps, mais c'est un peu moins chronophage parce que la plupart des investigateurs ont déjà des comptes, déjà des identifiants. Il faut simplement penser à leur attribuer l'étude en question. Donc c'est quand même chronophage parce que également il faut leur envoyer des mails avec leur identifiant, il faut envoyer le lien vers le tutoriel vidéo, il faut leur envoyer les manuels utilisateurs. Alors il arrive également que parfois les investigateurs ou les arcs nous contactent parce qu'ils ont des difficultés de connexion, ils ont oublié leur mot de passe, etc. Voilà, c'est un petit peu chronophage sur cet aspect-là. Le deuxième point, mais on a discuté, je pense que c'est quelque chose qu'on peut améliorer, c'est que lorsqu'un cas a été créé par un arc, et il ne peut être que modifié que par cet arc ou que par les investigateurs qui ont été désignés pour la validation. S'il y a un arc backup qui veut modifier le cas et il ne peut pas rentrer dans le cas et faire un follow-up, il est obligé de partir sur un nouveau dossier. Voilà. C'est une question de paramétrage. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré. Le troisième défaut ou point faible, c'est que nous on a souhaité recevoir la notification dès qu'elle est créée par l'ARC, même si elle n'est pas encore validée par le médecin investigateur, pour justement commencer à anticiper les questions et demander assez rapidement les informations complémentaires qu'on veut avoir. Et ça nous permet également de relancer l'investigateur nous-mêmes pour lui demander de valider le cas. Alors il arrive que certains investigateurs doivent être relancés 3, 4 fois, 5 fois avant qu'ils valident le cas. C'est un petit peu le problème quand il y a beaucoup d'intervenants comme ça. Alors, effectivement, la déclaration part de l'ARC, tac, ça va à l'investigateur et en même temps au promoteur. Et vous êtes prévenu en fait. Absolument. Cet investigateur reçoit une notification. Tout à fait. Bon, en régie, tous les cas sont in fine validés par le médecin investigateur. Ouais. Il y a entre 10 et 20% en fonction des études où des investigateurs sont un petit peu tirés l'oreille et on est obligé de les relancer plusieurs fois avant qu'ils valident le cas. Est-ce qu'on peut dire que d'une manière générale, à force de leur tirer l'oreille, justement... Non, on a toujours les mêmes mauvais élèves, on va dire. Voilà. C'est un problème humain. En fait, c'est toujours les mêmes qui se font un petit peu désirer et qu'on est obligé de relancer systématiquement pour avoir une validation du cas. Ok. Une question très très générale pour terminer. Donc, le fait d'installer une nouvelle solution à Gustave Roussy, de changer les habitudes des arcs, de changer les habitudes des investigateurs, est-ce que c'est difficile? Non. En fait, voilà. Est-ce que les gens adhèrent vraiment ou au contraire? C'est une question. C'est une question. On se doute, parce que c'est pas toujours évident en fait. C'est une question qu'on s'était posée, parce qu'ils avaient l'habitude de déclarer les formulaires papier. On n'avait absolument aucune réticence. Alors on a la chance qu'il y a, je te l'ai dit, énormément d'essais cliniques dont la majorité sont des essais promus par des promoteurs industriels et les médecins investigateurs, les ARC avaient vraiment l'habitude de faire des notifications électroniques via l'ICRF ou via des applications comme MyClinical. Donc ils n'ont absolument pas été étonnés, il n'y a eu absolument aucune réticence à utiliser une application électronique pour la notification des EUG.
Une bonne adhésion. Donc, Totale et immédiate. ok, très bien. Merci beaucoup Salim Avec plaisir. pour ce témoignage. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.